Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle FAQ avec Fred. Comment tu vas Fred? Impeccable. Et toi? Très bien. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On commence Fred par la première question. C'est Maxime Possé qui nous dit comment tu fais pour lire les articles scientifiques qui sont souvent en anglais. Alors ça c'est un problème vraiment, peut-être qu'ils avaient au tout début les gens d'internet. Mais sincèrement, depuis 2014, on va dire, je lis des articles scientifiques. Bah, je t'ai toujours connu avec ton traducteur. Hein. Tu as toujours eu un traducteur. Enfin, là, je vois pas où est le problème. Aujourd'hui, franchement, les amis, celui qui peut pas faire traduire les articles, c'est avec toutes les applications qu'il y a. Au début, franchement, il y a une dizaine d'années, c'était un peu plus compliqué, mais même pas. Il y avait déjà des outils de traduction. Mais maintenant, les amis, il y a même des sites gratuits qui vous traduisent carrément. Et même maintenant, les traductions, elles sont vachement améliorées. À l'époque, c'était quand même du mot à mot, du coup, ça rendait pas très bien. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Après, tu t'habitues au vocabulaire. Oui, toi, tu n'as pas de problème parce que tu lis bien l'anglais. Moi, j'arrive plus ou moins à le comprendre, mais c'est vrai que je préfère toujours le faire traduire. Donc, du coup, j'utilise plein d'outils, même des liseuses, pour vous dire. Mais franchement, non, j'ai aucun problème de ce côté-là. Maintenant, c'est instantané, ça n'a plus rien à voir parce que j'ai connu par le passé. Non, aujourd'hui, la barrière de la langue, et même pour les vidéos maintenant, les sous-titres, ça n'a plus rien à voir avec avant. C'est très facile maintenant du coup, il y a des applications maintenant là-dessus, c'est même plus trop un problème maintenant. Maintenant, c'est plus... Non, c'est pas du tout un problème, je t'encourage à... Du coup, et franchement, après le vocabulaire, tu vas le maîtriser. Donc, automatiquement, les mêmes termes qui reviennent. C'est toujours la même chose. Deuxième question. Yanis Niciliano qui nous dit quels sont les exercices que tu ne recommandes pas? Donc, c'est des exercices de prépa physique, je pense. D'accord. Après, pour les sports de combat ou pour en général? Bah après, les amis, c'est du bon sens, hein, je veux dire. Est-ce que faire... Vous savez, comme je dis souvent, tout le monde n'est pas comme mon ami Baki. Baki, le street workout. D'accord. C'est sûr qu'il fait du street workout qui est super fort. Il est lesté à 100 kg, il fait des dips, t'as même pas idée, ou comment il descend et tout. Voilà, ça c'est des trucs que je recommande pas. Mais Baki, c'est un monstre. C'est des mecs qui sont... C'est des anomalies. C'est un titan, ce gars-là. Donc, c'est comme Abdul, tu as vu la flexibilité qu'il a au sol. Je ne recommande pas aux gens de tourner comme Abdul. C'est des mecs, c'est des anomalies. Donc, en fait, voilà, tout ce qui va mettre une contrainte excessive dans des amplitudes maximales, là, oui, c'est vrai que nous, on ne les recommande pas. Ce n'est pas des exercices à proprement parler. Mais pourquoi faire des trucs au risque de se blesser pour en tirer... Quel bénéfice en réalité? J'allais dire, on va partir sur le débat d'Oron. Non, pas de débat d'Oron. On va pas rentrer dedans. Mais en ce moment, les gens s'entretuent sur ce débat. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, j'arrive pas à comprendre en fait. En fait, je comprends. Tu sais, parce qu'on fait souvent l'attaque contre-attaque tous les deux. Pour un débat, on aime bien débattre avec Fred. Mais du coup, les arguments du Doron, moi, je les entends. Hein. C'est quand on me dit oui, mais tu reproduis parce que le jour où... Ou le jour où tu portes un truc dans la vraie vie. Ou quand tu luttes, etc., etc. Mais c'est... Alors dans ces comptes-là, si tu commences à justifier les éléments comme ça, tu peux tout justifier. C'est-à-dire que tu vas prendre ta tête, la taper contre le mur, et tu vas dire, bon mais voilà... Le jour où je me cogne la tête contre le mur... Le jour où je me cogne la tête contre le mur, ou alors que je prends des coups. C'est des raccourcis, mais c'est une vérité. Tu peux pas te battre... Alors oui, il y a une... C'est vrai que... se rapprocher de certains patterns, c'est vachement intéressant. Mais moi, je trouve personnellement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pareil. Après, pour les bénéfices que tu vas en tirer, je ne te dis pas qu'il va y avoir... Il y a des élèves à nous qui font du soulevé de terre de rond dans leur programmation, pour tout vous dire. Mais parce qu'ils le font très léger, ils le font de façon très spécifique pour une certaine discipline, tout simplement. Mais, voilà, c'est parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Mais je veux dire, je ne vais pas dire aux gens de faire du soulevé de terre de Rome. Enfin, c'est un exemple, hein, ça peut être notre... Mais ce qu'on veut dire, c'est que, voilà, c'est pas... C'est un débat, j'en parlais avec mon ami Mathias Soulol, tu sais. Je trouve que ça a pris une ampleur, ce débat. On en parlait ensemble, hein, Mathias. Je trouve qu'en fait, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus pertinentes et intéressantes pour avancer le monde de la préparation physique que de savoir... Et comme nous, on n'en fait pas, on ne se sent pas concerné. Tu vois. Je dis, Mathias, moi, je n'en fais pas, donc je ne veux pas partir dans un débat. Je ne fais pas. C'est comme un mec qui dit le chocolat noir, c'est mieux que le chocolat au lait. Mais si tu ne manges pas de chocolat, t'as rien à foutre. Moi, ça ne me concerne pas. J'entends les arguments de part et d'autre, mais je ne suis pas convaincu par les dire, quand on me dit, voilà, moi, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le temps et l'énergie perdue dans ce débat pourraient être mis dans d'autres débats qui sont plus intéressants. C'est peut-être une histoire d'individu. Après, c'est pas, ça a passé parce que là, maintenant, ça s'insulte et tout. C'est passé d'autres choses. Alors que c'est des gens intelligents, qui s'opposent. C'est ça le pire.
C'est des gens qui sont, Oui, c'est ces gens qui ont de la fou, réflexion, tu vois, sur leur pratique. Donc au lieu de faire un podcast peut-être pour essayer de se réunir, essayer de débattre, tu sais, bon, après ils nous ont fait pareil, hein, les Américains avec Coach Kassem et Brad Contreras là, ils nous ont débattu sur le hip thrust, ils nous ont fait chier, mais voilà, mais ça c'est pareil, c'est des débats qui avaient ni queue ni tête, je les aurais écoutés les deux, ça n'avait ni queue ni tête, Fred. Ah ouais? Ah, ça avait ni queue ni tête. Ils se sont abattus à coup de l'autre qui sortait, c'était une hanche, l'autre qui sortait un squelette, l'autre qui sortait des analyses de ses EMG, de ses machins. Ça avait ni queue ni tête. Les deux, c'est des mecs intelligents. Oui. Les gars, il y a tellement d'énormités dans le monde de la préparation physique, tellement de trucs archaïques. N'allez pas vous attaquer entre, on va dire, experts, même si ça fait élever le débat peut-être. Mais moi, je trouve ça dommage. C'est une petite parenthèse. Donc voilà, il n'y a pas. C'est des exercices, il faut. Voilà, toujours penser bénéfice-risque. Et à partir de là, voilà, vous aurez une vision noble pour moi de la préparation physique. Arvinx qui nous dit, est-ce que vous proposez des stages de MMA, grappling box ou FMC pour débutants? Il y a des gens qui nous... Alors, d'ailleurs, on a un élève maintenant de Dordogne qui est venu. Non, pas Dordogne. Si, Dordogne. Oui, c'est Dordogne, exact. Ouais. Et on en a plusieurs, qui viennent un peu de partout. Donc, c'est des formes de stage, oui, il fait plusieurs cours particuliers par jour. Ouais, c'est comme un stage au final. Bon, ça fait un stage, quoi. Donc, il faut se loger, on n'a pas de logement à proprement parler au FMC. Mais oui, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous contacter par message privé, si vous voulez faire... Et normalement, on a Bilal, Dictou, qui va venir le boxeur. Par contre, c'est pas un débutant. Par contre, c'est un tueur. Et on est en train de voir aussi avec Anthony Salamone, qui nous a rejoint aussi, qui combat au PFL. Et là, il y avait Abdoul, en stage de préparation, pour son prochaine échéance. Donc, vous avez vu d'ailleurs sa fabuleuse analyse du combat de Karl contre Mika. Contre Michael Lebou. On est tous hypés par ce match. Ah ouais. Milan, M4. Salut les gars. Quel est pour vous l'exo le plus efficace? Ça, c'est les questions que tu n'aimes pas, toi. Le plus efficace en prépa physique pour les jambes. En prépa physique pour les jambes. Gundy, il a tué des mecs pour moins que ça. Mais c'est une question, non mais à chaque fois on me les pose, donc on va y répondre. Enfin, alors, les amis, il n'y a pas d'exo pour nous plus efficace. Maintenant, il y a des exos, on va vous donner des exos qu'on affectionne. Bon, mais ça sera plus simple, parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Toi, c'est quoi comme pour les jambes que tu aimes bien? Pour les jambes, après, ça va dépendre de quelle partie des jambes, si c'est postérieur. Allez, ton mouvement préféré? Après, en isolé, j'aime bien tout ce qui est les curls. Et après, on va dire en polyarticulaire, tout ce qui est fente. Ouais, bon, c'est classique, il n'y a rien de magique, c'est pas un... Mais après, j'aime pas le terme le plus efficace. Mais ça va leur permettre d'avoir des éléments. Après, quand tu fais ces mouvements-là dans des charges plutôt correctes, tu es sûr de ne pas te tromper en général. Tu fais pas fausse route, il n'y a pas de risque de blessure. Tu minimises énormément. Ouais, voilà, donc du coup, tu es sûr de ne pas perdre trop de temps en faisant ces deux mouvements-là. Oui, non, mais c'est... moi, la fente, c'est un mouvement que j'affectionne tout particulièrement, surtout les fentes glissées. Un mouvement que j'aime pas, par contre, tu vois, c'est les pistoles, tu vois. J'en fais pas, ça fait des années que je bannis ce mouvement. Les contraintes sur le genou, je trouve, ça en vaut pas la chandelle, tu vois. Pareil, après, il y a des gens qui affectionnent particulièrement ce mouvement, tu vois. Mais c'est vrai que, oui, c'est... Toi, tu dirais quoi comme mouvement? Moi, j'aime bien... J'aime bien. À peu près pareil que toi. Moi, j'aime beaucoup le leg extension unilatéral. Moi, c'est mon mouvement. Je pense que c'est mon mouvement préféré. Je suis devant en garder qu'un. Enfin, pas en garder qu'un. Tu peux pas. Non, mais je ne veux pas dire. Mais c'est mon mouvement que j'affectionne particulièrement. J'aime bien une variante aussi du leg curl, mais au Kaiser. Mais il faudra que je vous le montre en vidéo parce que c'est difficile, on ne peut pas trop l'expliquer. Où je me penche en avant et tout. Mais bon, bref, ça joue sur les longueurs en fait. Mais il faudra que je fasse une vidéo sur ça. Parce que c'est difficile à comprendre, je le fais debout en fait. Et la Kaiser, en fait, c'est une poulie, mais donc à l'imager, il faudra qu'on tourne une vidéo. Voilà, donc c'est ces deux mouvements que j'affectionne. Après, les outils qu'on a dans la salle, nous les affectionne. Par exemple, la Pendulum Squat, j'adore. Le Kaiser Runner, c'est mon tout préféré, mais c'est pliage que j'en chie. Donc, même la fente glissée. Fente glissée, même le hip thrust, tu vois, tous ces outils. Mais voilà, même le reverse hyper, je le mets aussi dans la chaîne postérieure. C'est un mouvement que j'affectionne particulièrement, mais c'est des outils, ça. Donc c'est encore autre chose. Donc voilà. Après, c'est vrai que pourquoi pas un jour tourner des vidéos sur notre top 5 des outils qu'on utilise le plus régulièrement. Pas le plus efficace. Parce que les outils qu'on utilise plus que d'autres, c'est vrai qu'on affectionne plus.
Quentin Molto, bonjour Clément. Penses-tu que le métier de préparateur physique, que le métier de préparer physiquement spécifique MMA, non, je l'ai voulu, je pense à corriger, de préparateur, penses-tu que qu'est-ce que tu penses Le métier de préparateur physique spécifique MMA? Je pense que c'est ça qu'il veut dire. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du métier de préparateur? Après... Enfin, le métier. Le métier de Le métier, c'est autre chose, parce qu'être préparateur physique de MMA, c'est génial, parce que tu es préparateur en général de ta passion. Ouais. Donc là, si tu es passionné de MMA, maintenant si tu es passionné de foot ou quoi, maintenant, sincèrement, des mecs qui font que des préparer des combattants de MMA, j'en connais pas. Il n'y en a pas, qui font que du MMA. Moi, j'en connais pas. Enfin, les gens vont dire nous, mais on ne fait pas que des combattants du MMA. Non, on a des footballeurs, de tout. Non, on a de tout. Même Nicolas, Rémi, Big Jam, tous les gens que je connais qui sont préparateurs, Nabil, etc. Je pense qu'ils ont d'autres. Ils ont de tout. Hein. Je pense qu'ils ont d'autres athlètes. Hein. Ouais. Après, le MMA, pour préparer que des gens du MMA, c'est. Ryan aussi, non, mais Ryan, je sais pas s'il doit préparer. Je pense aussi qu'il ne doit pas préparer que des combattants du MMA. Hein. Après, ça rapporte. Je pense pas que tu peux gagner assez en faisant que des gens du MMA. Ouais. Enfin, peut-être aux États-Unis, peut-être, mais en France, en tout cas. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, le métier de préparateur physique en général, on va dire, d'accord, on va dire axé sport de combat. Le métier de préparateur physique, moi, de toute façon, je le dis tout le temps, je vois pas trop d'avenir dans le métier de préparateur physique. Voilà. Pourquoi c'est quoi tu penses que ça va être il est trop surcoté ce métier, c'est quoi? Non, je pense que c'est difficile. Je vois tous les gens. Tu sais, moi j'ai été formateur pour les fédérations. Donc je suis intervenu dans les CREPS, j'ai intervenu sur les DE. Et il y a très peu de personnes sur lesquelles je suis intervenu que je vois qu'aujourd'hui vivent de la préparation. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait ils passent à autre chose. Ou alors ils ont d'autres jobs à côté pour supplémenter. C'est quand même en situation précaire, très précaire, coach. C'est une situation précaire. J'encourage les gens, s'ils veulent le faire, si c'est leur passion, faites-le. Mais nous, Fred, on a une salle. C'est le paradoxe. Les gens vont dire oui, mais vous, c'est bien et tout, mais nous, les gars, on a une salle. Donc, est-ce qu'on est propriétaire de salle? Est-ce qu'on est coach? Dans quelle catégorie tu nous mets? Oui. Tu vois? Donc, c'est toujours pareil. Oui, parce que préparateur physique, si tu es dans une structure haute. Si tu es dans un basic fit, ou si je te dis, va faire dans un parc et tout. C'est précaire quand même, c'est délicat. Hein. On n'a pas une histoire à Montpellier de coachs qui se sont fait virer de leur salle, ils ont perdu quasiment la totalité de leur portefeuille client et tout. C'est vrai, exact. Donc non, c'est un métier qui est difficile, les amis. Après, si vous êtes passionné, il faut y aller, bien sûr. De toute façon, il faut essayer de se diriger vers sa passion. On le dit tout le temps de Fred. Si vous pouvez vivre de votre passion, franchement, c'est la plus belle vie du monde. Mais il ne faut pas survendre le métier en disant que tout est beau, tout est facile. C'est difficile, c'est pas impossible, c'est difficile. Il y a des efforts à faire mais c'est vrai que quand je vois tout ce que j'ai dû faire pour en arriver là, c'est dur quoi. C'est dur. Franchement, c'est dur. Après, on y est arrivé. Alors après, c'est sûr que quand tu arrives au bout, pas au bout, mais quand tu arrives, quand tu as accompli ce qu'on voulait faire, que tu as ta salle, la salle qui ressemble à celle de tes rêves et compagnie, c'est sûr que c'est facile de dire oui, c'est bien et tout. Mais quand tu vois le chemin... c'est chaud. C'est compliqué, c'est des choses qui sont compliquées. Maintenant, comme je dis, que ce soit, vous voulez être préparateur, vous voulez être nutritionniste, vous voulez être n'importe quoi, foncez les amis. Foncez. Et moi, ce que je encourage aux gens à faire, c'est s'ils aiment bien le sport, moi je pense que je partirais plus sur un truc kiné, tu vois. D'accord. Je pense, Je pense qu'il y a plus de... C'est peut-être plus difficile, mais il y a plus de débouchés, quoi. D'accord. Donc voilà. Benoît Jean qui nous dit: est-ce que des analyses de personnages de fiction sont prévues, du style Rocky ou Hippo? Hippo, c'est le personnage de manga. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. J'ai même pensé. Faut qu'on reprenne d'ailleurs nos analyses. Hein. Ouais, j'ai même pensé. Oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Qui pourrait y avoir Jean-Claude Van Damme? Bruce Lee, il y en a beaucoup qui nous demandent. Bruce Lee? Ah oui. Bruce Lee, il y en a beaucoup parce que surtout il s'entraîne énormément. Ouais, même sa vision qui était un peu déjà. Avant-gardiste. Avant-gardiste, ouais. Même il écrivait de la poésie et tout, c'est un sacré personnage. Ouais, qui pourrait y avoir d'autres? Rocky. Comment il s'appelle, Schwarzenegger? Ah ouais, mais Arnold, c'était un champion, Arnold. Si, il y en a plein, Jason Statham, toute la clique là. Comment il s'appelle? Jet Li. The Rock. Attends, ils ont des sacrés physiques, les mecs, hein. Les mecs qui jouent Thor et tout là. Qui sont des combattants dans leur film.
Enfin, des combattants, des boxeurs ou des... Ouais, ils ont tous eu des rôles quand même. Ouais, non ouais. Ah oui, c'est un truc sur quoi on songe. Tu sais qu'on pourrait faire beaucoup de vues en plus, le Pierre, avec ça. Ah, c'est vrai. Analyse du physique de Rocky. Non, ouais, c'est vrai. En plus, Stallone, il a eu un sacré physique, donc ça serait intéressant. Ah ouais. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, hein. Il y en a encore. Hein. Ouais. Algueri Dante, pose toujours des questions techniques. Ouais. Le travail en survitesse est-il obligatoire pour gagner en rapidité? Alors, il n'est pas obligatoire. Avec Fred, on a énormément de difficultés à tout ce qui est sur quelque chose. C'est-à-dire supramaximal, tous ces trucs, c'est un peu... Hein. Ouais. Moi, tout ce qui travaille, je suis un peu comme Olivier Boyer, tu vois, tout ce qui travaille supra-excentrique, etc., mettre plus lourd que ce que tu peux porter à la face concentrique du mouvement, sur le dos, à un athlète... Hein, parce que les contraintes mécaniques, elles y sont dans tous les cas. Et tu vas récupérer quoi derrière? Ouais, voilà. Est-ce que tu vas récupérer dans ton spécifique et avec quel outil de mesure tu vas comment ça s'appelle? Le quantifier. Après, la survitesse, j'allais te dire, ouais, c'est moins risqué, mais peut-être pas. Hein. J'en avais fait à l'époque en côte. Bref, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ça peut être une piste, effectivement. Il y a eu des gens qui ont eu des résultats, il y a des papiers qui vont dans ce sens-là, donc on ne peut pas nier l'évidence. Bien sûr, ouais. Mais attention, les amis. Ouais, c'est plus ça, c'est plus ce côté la prise de risque. Tu vois, Thierry Blancon, Fred Aubert disait que dans l'athlétisme, ils sont souvent borderline, tu vois. Ils sont souvent bon, un peu comme dans tous les sports, mais. Ouais. Et il dit que là où c'est très difficile, c'est quand ton athlète est à son top niveau, c'est-à-dire qu'il est au pic de sa forme. C'est là où il pète. Ouais. Donc si en plus tu le fais aller un peu plus vite, moi j'aurais peur quand même, tu vois. Ouais. Mon préparateur me le faisait à l'époque. Hein. Tu sais, il me tirait pour que je cours plus vite, tu vois un peu. Ouais. Et oui, je pense que oui, je pense qu'il y a des papiers, hein. Ah ouais, bien sûr. Pas de leur chapeau, mais c'est chaud quoi. C'est sûr, cette prise de risque de 2-3%, mais si tu perds après l'air, tu perds 40-50% à cause d'une blessure. C'est bien le quantifier quoi. Ouais. Et tu sais, je parlais du rappel de force avant les combats. Ouais. Et toi, tu en faisais beaucoup avant. Avant, j'en faisais beaucoup, et maintenant, j'en fais plus du tout. Parce que un jour, j'ai failli me faire mal, et j'ai dit hop, ma prépa s'est bien passée. J'arrive, je suis pas pété, ça c'est déjà un miracle, hein, quand t'es pas blessé. Hein, parce que tout le monde est blessé pratiquement en combat. Et d'ailleurs, ça fera rebondir sur autre chose après. Et du coup, tu t'aperçois que tu peux te péter la veille quoi, d'un combat, quoi. Ou 2 jours avant. On attend, tu te dis, mais t'as fait tout ça pour rien, pour 2 jours avant. C'est quand même dramatique, hein, t'appelles l'organisateur pour lui dire je peux pas combattre, je me suis fait mal en faisant un rappel de force. Pour les bénéfices que tu espères en tirer. C'est vrai que c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Il faut être vigilant. Moi, je le ferai plus maintenant. Avant, je le faisais. Mais bon, avant, je faisais tellement beaucoup de trucs bizarres. Hop, c'est la même question. Hop. Sofiane Lemou qui nous dit « Salut à toi et Fred, je vous pose la question. Que pensez-vous d'un combat entre Dariush et Oliveira ?» Ah, bah... Attends, il n'y a pas eu... Non, c'est pas Dariush. C'était Dariush et Ferreira qui avaient eu, mais pas Oliveira. Ouais. Il n'a pas voulu, je crois. Oliveira, il veut prendre du repos, non ? Non, c'est... Je sais qu'il y a... qui a refusé. Poirier a refusé. Ah, ben Dariush, c'est un brouillé. Ouais. En plus, il n'est pas vendeur, il est pas... Je pense sincèrement que personne ne veut l'affronter, même Islam. Je pense qu'ils se disent ça sert à rien, il n'est pas vendeur. Ah si, Islam voulait l'affronter à un moment donné. Oui, mais maintenant qu'il a la ceinture, quelle utilité... Enfin, c'est son challenger, certes. Mais je pense qu'il veut des money fight, Islam. Ouais. Là, il va affronter Volka, c'est un super money fight. Ouais. Et même, j'ai envie de dire, il préférait, je pense, affronter Chandler que Dariush. Après, Dariush, franchement, c'est un bourbier pour tout le monde. Hein. C'est un mec très très fort. Ouais. Donc je pense que... Dariush contre Oliveira... Ah, ça serait pas un cadeau pour Do Bronx, hein. Ouais, pour se remettre dans le bain après. Quand t'as perdu comme ça et que t'affrontes un mec à je sais plus combien de victoires d'affilée, c'est trop compliqué. Ouais, en plus il est sur une bonne lancée. Comment il s'appelle, Dariush. Il est compliqué. Franchement, je mettrais pas ma pièce sur Do Bronx. Moi non plus. Surtout que je te dis, il est sur une dynamique incroyable. Le combat qu'il a fait contre Gamrot, c'était magistral. Hein. Ouais. Surtout qu'il a un sol vraiment très. Ah oui, là, c'est compliqué, c'est très fort. Franchement. Ah, ce serait compliqué pour Do Bronx. Je pense, oui. Si j'aimerais pas trop voir ce combat. Moi non plus. Parce que ça mettrait. Soit Dariush perd et du coup Do Bronx il revient un peu dans le game, soit Do Bronx perd et du coup on le revoit plus pratiquement. Donc, et du coup, tu le mets contre qui, Dariush? Parce que là, il va faire quoi maintenant? J'aurais bien aimé contre Poirier pour qu'on ça élimine Poirier, tu vois. Non, mais d'accord, mais bon. Poirier a déjà eu 2 title shots. Oui. Tu vois, c'est plus pour ça. Mais du coup, on fait quoi alors de Dariush? Il fait quoi là maintenant? Il y a qui pour lui? C'est ça que je comprends pas maintenant, ce qu'on fait.
À part de Bronx, c'est au Islam, quoi. Parce que Gaethje voudra pas l'affronter non plus. Non plus. Ah, il va le soumettre à Gaethje, je pense. Ouais. À moins qu'il va à la bagarre, mais... Non, il va je pense que c'est une grosse lutte, en plus, de Bronx. Comment ça s'appelle pas Dariush. Et au sol, il est vraiment, vraiment fort. Du coup, il n'y a plus personne après. C'est ce qui me fait dire que je vois pas la suite en fait pour Dariush à part Islam. J'espère qu'on aura le combat Islam, ce sera un super combat sportivement parlant. Nous qu'on est fans de MMA, ça peut être un combat extraordinaire. Techniquement, les deux là, si ça lutte, ça va être que ça boxe ou que ça lutte, on va voir. J'ai plus envie de voir ce combat-là que le combat contre Volka, tu vois. Mais après, s'ils passent les deux, s'ils passent Volka et Dariush, Islam, là on sait qu'il va aller. Il y a peut-être des mecs qui arriveront derrière, peut-être des Fiziev, tout ça, Saroukian qui reviendra et tout, j'en sais rien, mais bon, ça va être compliqué. Bon après, on ne sait jamais, parce que de Bronx, on pensait que, tu sais, des fois, tu sais pas, de Bronx, il était sur une autre planète là pendant un moment, mais là, d'un coup, tu descends, Kamaru fait tout ça, Adesanya, tu vois. Là maintenant il faut le MMA en ce moment, il faut pas trop parler trop vite. Faut pas trop parler trop vite parce que je vous dis, il y a des Sanya ou Kamaru, il y a 6 mois, personne n'aurait dit qu'ils allaient perdre leur ceinture. Ouais, c'est vrai. Au 5e round, ils ont perdu. Spécialiste ou pas spécialiste, au bout d'un moment, les gars, le temps avance et des fois il y a des faits de match qui font que tu ramasses. Neymar qui nous dit Eddie Lachaud, parce que j'ai fait une vidéo sur les blessures, Eddie Lachaud aurait-il dû combattre selon toi? Tu sais, ce problème. Mais non, pour moi, non. Ça rebondit à autre chose. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a entre le corps médical et le terrain et la préparation physique, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une fracture totale. C'est-à-dire que tous nos élèves qui vont voir quelqu'un qui est dans le médical, quand on les récupère, tu t'aperçois que on les encourage, comme on disait, à l'opération, etc. Et on a beaucoup de kinés, on a beaucoup de kinés à la salle aussi, on a beaucoup de kinés parmi nos abonnés, et en fait tu t'aperçois que malheureusement, des fois on a une déconnexion totale entre ce qui se passe sur le terrain, et les contraintes sportives et les contraintes du sport de haut niveau, et le diagnostic qu'un kiné ou un ostéopathe ou un chir, peu importe, va avoir avec un athlète. Et il y a eu un débat, après c'est parti en vrille, mais il y a eu un débat très intéressant sur notre chaîne, où les gens disaient, oui, moi je dis qu'il faut faire opérer, et un autre qui disait, non, moi je dis qu'il ne faut pas se faire opérer. Les deux ont raison. Mais il n'y en a pas un qui a raison, ou l'autre qui a tort. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire que si tu te fais opérer à un certain âge, tu n'es pas sûr de revenir. Par contre, comme Francis Ngannou, parce que c'était ça l'explication, Francis Ngannou, ou Dillashaw, on a vu qu'ils ont gagné en étant blessés. C'est-à-dire qu'ils ont performé en étant blessés. Francis, lui, il a performé. Je rappelle, il a gagné, il a conservé sa ceinture de l'UFC contre Cyril. Donc on sait qu'il peut, même s'il n'est pas à 100%, personne n'est à 100%. Il ne faut pas se leurrer. Cyril était blessé quand il a affronté Abusa. Tout le monde est blessé, on le sait. Après, c'est après coup. Tu sais que maintenant Pereira était blessé aussi. Oui, à la main, je crois. Il était blessé à la main. Bon. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Je ne connais aucun athlète, et toi non plus, qui n'est pas blessé. Maintenant, c'est sûr que théoriquement, dans le monde, je dirais, des bisounours, oui, je veux que le mec se fasse opérer, qu'il récupère de façon optimale et qu'il revienne à son plus haut niveau comme si rien ne s'était passé. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, Fred. Combien de mecs on a eu quand on les croisait, qui se sont fait opérer, ils n'osaient même plus poser le pied par terre. C'est vrai. Regarde Anthony, qui s'est repété, il s'est fait 3 fois les croisés. Il s'est fait opérer 3 fois. Regarde Nico qui a lutté, il ne savait pas qu'il avait les croisés, il a lutté pendant 6 mois. C'est vrai. Et il luttait tous les jours, comme un lion. Le jour où il a su qu'il avait les croisés, il ne pouvait plus lutter. Donc en fait, il y a un gros facteur. Alors oui, il y a une instabilité, etc. Mais nous, on ne peut pas dire les noms. Mais on prépare des individus. Actuellement, on vous parle. On ne peut pas dire les noms parce que ça pourrait avoir une incidence sur leur carrière. Mais il y a des individus qu'on prépare, qu'on les croisés. Et qui performent au plus haut niveau. Voilà. On peut rien dire. Mais voilà, sachez-le, personne n'est au courant. Nous, on le sait. Maintenant, on ne le dévoilera pas. Parce que ça pourra avoir une incidence. C'est pas des combattants, mais ça pourrait avoir une incidence sur leur carrière par la suite, ou sur la négociation de leur contrat. Donc en fait, tu t'aperçois que quand tu es dans la tête d'un guidon, c'est pour ça d'ailleurs que le médecin que j'avais eu à l'INSEP, je l'avais trouvé brillant, c'est parce que lui, il avait dit, il y a le médecin qui parle, mais aussi le médecin qui intervient dans le sport de haut niveau. Et quand j'ai un mec à 36 ans, ou 37 ans, ou 38 ans, qui a en fin de carrière, et qui me dit, je dois me faire opérer, mec, tu sais, il y a beaucoup de chances que tu ne reviennes pas au plus haut niveau. Ah oui, peut-être que tu vas y revenir. Mais là, on sait que tu arrives à performer. Tu n'es plus à 100%. Et puis, de toute manière, tu es en fin de carrière, donc tu n'es plus à 100%. C'est pas vrai, tu vois. Tu es arrivé à un moment, tu n'es plus. Et Dillashaw,
quand il a perdu contre Sandhagen, c'est quand il s'est fait... Donc, ouais, les croisés. Voilà, eh bien, il a réussi à performer, tu vois. Et il y a beaucoup d'individus qui disent aujourd'hui, même aux États-Unis, bon, aux États-Unis, ils sont plus... Ils savent qu'automatiquement... Enfin, ils ont le bistouri facile, mais il y a quand même des mecs chauds aux États-Unis qui savent qu'il ne faut pas courir derrière le bistouri. Il y a des mecs qui avaient dit, tu strappes, on y va. Tu vois, c'est pas grave. Là, on sait que tu peux le faire. Tu es plus à 100%. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il s'est fait opérer. Le problème qu'il y a, c'est que derrière, il a été désentraîné totalement. Quand il est revenu à la salle, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait l'épaule. Pourquoi? C'est même ses préparateurs qui disent. Le mec, il est resté trop éloigné, Fred. L'opération l'a tenu éloigné de l'entraînement. Ouais. Tu comprends? Et tu sais pas comment tu vas revenir. Il y a les plans, tu peux faire tous les plans, toutes les stratégies possibles et imaginables. En plus, le chirurgien, il va te vendre ça dans 2 mois, après 3 mois de réduc, après ci, après ça. Ça, c'est la théorie. Il y en a qui reviennent 2 fois beaucoup plus vite que prévu. Il y en a qui reviennent jamais. Du coup, on ne peut jamais vraiment prévoir à l'avance comment on va revenir, dans quel état. Comme tu dis aussi, le côté psychologique. 2 fois, il y en a eu des mecs qui sont fait opérer pour les croisés qui n'osaient même pas remettre un genou à terre. Oui, bien sûr. Et côté ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Si le mec psychologiquement il va être bloqué, s'il y en a on en connaît qui jouent au rugby à haut niveau avec des croisés dans chaque jambe. Donc ça, il y a une part d'inconnu que tu peux pas voir à l'avance. Et après, pour revenir à DHO, il y a ce côté aussi que les gens ils ont pas aimé, c'est qu'il a pas dit à Dana White. Et ça, c'est pas pro pour les gens qui achètent leur place. Oui, parce qu'il faut savoir que son épaule sortait régulièrement. Pendant les sparring. Donc ça, c'est ce côté-là que les gens n'ont pas trop aimé, tu vois. Et tu vois, moi je regarde beaucoup de conférences sur l'épaule, sur la traumatologie de l'épaule. Et si tu verrais, Fred, la différence d'interprétation d'une pathologie entre un chir qui intervient sur des sportifs et un chir qui intervient sur des gens lambda, c'est un autre monde. C'est-à-dire que le mec, le chir, en gros... Tu sais, pas que tu serres les dents, parce que pour le moment, attention, après, si au niveau de la cause des rotateurs, tu as vraiment des problématiques, ça ne tiendra plus. Oui. Mais arrivé un moment, mon gars, tu es en pleine carrière, tu es en plein boom, tu as 35 ans, il te reste peut-être une chance pour faire le titre mondial. Il n'y a pas. Pacquiao, la Fontaine-Weser, il avait l'épaule en vrac. Surtout l'interprétation, quand tu as 20 ans ou quand tu as 35 ans en fin de carrière, tu ne peux pas interpréter de la même façon. Donc il n'y a pas de vérité, les amis. C'est juste de s'adapter au contexte. C'est le contexte qui définit les choix que vous devez faire en tant qu'individu. Et ça, malheureusement, c'est vrai que des fois, quand on est enfermé, quand on est atteint dans les guidons, et qu'on n'est plus confronté à cette réalité de terrain, eh bien, on peut avoir... voilà. Alors après, nous, on a la chance ici d'avoir des kinés qui se préparent ici. Et pareil, tu as vu tous les kinés qu'on a. Ils nous disent tous, le problème qu'ils ont, c'est aussi dans les cabinets dans lesquels ils officient. L'équipement pour faire de la réhab, c'est pas ouf, quoi. Tu vois. Moi, pour moi, il devrait minimum avoir 2-3 fois ce qu'on a. Chaque kiné. Et vous voyez des mecs, des trucs comme nous, ça n'existe pas. Vrai que parce que ça coûte une fortune, et parce qu'après, le modèle économique, t'as la ménagère de 60 ans qui vient faire du Swiss ball, après tu dois faire... Tu le vois bien, et c'est pas de leur faute. Pour rentabiliser les achats des locaux et compagnie, mais vous avez bien vu que moi, je suis allé une fois, j'y vais plus moi, au kiné, tout ça. Mais je suis allé une fois, on était 5. Et là, il y en avait un qui faisait de l'élastique, moi j'étais sur un ballon, l'autre il était sur... J'ai dit, c'est bon. Mais enfin, moi, ma réhab, ils sont racontés là. Donc maintenant, on les a ici. Donc il vient là, on parle, discute. Christophe, par exemple, voilà, quelqu'un de brillant, mais qui comprend les contraintes du haut niveau. Lui, il te parle, quand il te prenait à toi, il te parle comme un combattant. Il ne te parle pas comme un patient. Parce qu'il sait que de toute manière, comme il nous disait notre pote qui est médecin, quelqu'un qui te regarde, Fred, il va te dire c'est bon, t'arrêtes de combattre. Ah oui, bien sûr. Tu vois, s'il voit le coup, s'il voit voilà, il va te dire oh, vous êtes fou, monsieur Morlan, qu'est-ce que vous foutez là? Il ne faut pas combattre, mais non, mais mec, après, au bout d'un moment, tu fais comme tu peux. C'est tout. Au bout d'un moment, tu serres les dents et voilà. Du moment que ça n'empiète pas sur ta vie, etc. Alors après, vous allez me dire oui, mais tu vas mal vivre. Regarde, on essaie de limiter la casse, hein, Fred, vous connaissez, on n'est pas dans le no pain, no gain. Mais malheureusement, je vous dis franchement, malheureusement pour nous. Il y a une déconnexion, c'est vrai que de fois. Malheureusement pour nous, on a choisi une discipline qui est contraignante. Fred, on va pas se mentir, le MMA c'est contraignant, les gars, je suis désolé de vous l'apprendre. La boxe c'est contraignant, je suis désolé de vous le dire. Le rugby, si tu aimes le rugby, mais malheureusement pour toi, il y a de grandes chances que tu te blesses. Donc voilà, on finira sur ça, les amis. Donc, tout le monde a raison, c'est juste l'interprétation du contexte qui est différente. Les amis, merci encore à tous. On continue d'augmenter, on a bientôt 1 million d'abonnés, on vous remercie. On reçoit les prototypes des t-shirts bientôt. Yes. Et après, c'est parti, c'est parti. Les amis, à très vite.